blah, blah, you guys think he died from a drug overdose. You're wrong. You're wrong. Literally, you're wrong. So suck. Okay? Suck. There's a lot of y'all don't know that I breathe through myself while I... Quand Ali Lotti a publié ce clip sur sa story EG, je dois admettre que j'étais très stressé. J'étais stressé parce que cela n'avait aucun sens pour moi à ce moment-là. Stressé parce qu'elle avait l'impression de courir après le pouvoir. Stressé parce que j'en avais fini avec cette fâcheuse habitude de creuser encore et encore la tombe du jus. J'ai donc voulu tourner la page rapidement et je l'aurais fait. Mais ensuite, c'est arrivé. Going to break. Well, first I'm going to take it to court because they had me sign an NDA while I was in no state of mind too. While they had brought me drugs and made sure I was high. Savez-vous que le jour de la mort de Juice, personne dans l'avion ne l'a vu prendre les pilules dont il aurait fait une overdose? Et savez-vous que Juice a eu une altercation avec quelqu'un la nuit précédant ce vol malheureux? Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Mais s'il y avait quelque chose, on s'attendrait à ce qu'Ali le sache. C'est donc un peu fou que quelqu'un l'ait soumise à un accord de confidentialité. Qu'essaie-t-il de cacher? Qu'est-ce qu'Ali peut dire de si dangereux? Qui sont les îles dont elle parlait? Si vous voulez mon avis, je dirais que la réponse à ces questions se trouve dans les dernières 24 heures d'Ali Lotti avant la mort de Juice WRLD. Nous sommes le 7 décembre. Il est environ 20h15. Ali enregistre une vidéo en direct du dernier vol en jet de Juice. À ce moment-là, elle ne savait pas que ce serait son dernier vol. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Plus tard, cette nuit-là, à l'intérieur du jet, on voit Juice en train de s'amuser avec ses potes. Il a l'air heureux. Il a l'air bien. Rien ne semble déplacé. Si vous connaissez les événements qui ont conduit à la fin tragique de Juice, vous savez que 6 jours avant ce voyage en jet, il avait déjà 21 ans. Vous savez que 6 jours avant ce voyage en jet, il avait déjà 21 ans. Vous savez également que son équipe avait prévu une véritable fête d'anniversaire pour le 8, le jour suivant. Juice était censé le passer avec sa mère, sa famille et ses amis. Entre-temps, Juice et son équipe étaient arrivés à ce jet avec un retard incroyable. Certains disent qu'ils avaient 2 heures de retard, d'autres 6. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils sont arrivés, le pilote était furieux. Il s'agissait peut-être d'un vol privé, mais il y avait un horaire, et ils étaient loin du compte. Il y a une question que personne n'a jamais pris la peine de poser, et qui me semble très importante. Pourquoi était-il en retard? Que faisait-il le jour du vol qui les a tant retardés? Et cela a-t-il un rapport avec l'altercation de la nuit précédente? Ali dit qu'elle était sortie se faire une beauté le jour du vol, et Juice était à la maison, censé se préparer pour leur vol. Inutile de vous dire que Juice avait un sérieux problème de drogue. C'était de notoriété publique et il n'essayait pas de le cacher. Parlons donc de ce qui s'est probablement passé quand Ali n'était pas à la maison. Si vous connaissez les événements qui ont conduit à la mort tragique de Juice, vous savez que lui et son équipage avaient emporté de nombreux bagages dans l'avion. Dans ces bagages se trouvaient 70 livres de cannabis et des munitions. Si vous ne savez pas comment les Américains mesuraient les choses, sachez que 70 livres, c'est beaucoup. Cela représente environ 33 kg de cannabis. Et si vous n'arrivez toujours pas à visualiser cela, c'est l'équivalent du poids de 2310 iPhones. Ils se déplaçaient lourdement, c'est vrai. Et ma théorie est que c'est ce qui les a retardés. Mais Juice était-elle au courant? A-t-il eu quelque chose à voir avec les bagages? C'est bien là le problème. Pour des raisons que vous apprendrez bientôt, nous ne connaîtrons jamais la véritable profondeur de l'implication de Juice. Mais il nous reste alors Ali Lotti. Savait-elle qu'il y avait du cannabis dans les bagages? C'est là que les choses se compliquent. Dans son interview, Ali n'a cessé de parler de la nuit précédente. Elle n'a cessé de dire qu'il s'était passé quelque chose la nuit précédant le voyage, sans préciser quoi exactement. Elle en a parlé vaguement avant de se lancer dans une diatribe sur le fait qu'elle déteste les avions. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Ali ne le dit jamais. Mais pour l'instant, nous supposerons que cela a probablement quelque chose à voir avec la valise contenant 70 livres de cannabis. Il faut savoir qu'Ali n'est pas vraiment une sainte lorsqu'il s'agit de drogue et de leur circulation. Elle a eu sa part d'affaires de drogue avec la justice. Mais celle qui a le plus marqué les esprits au lendemain de la mort de Juice était liée à un fil de discussion devenu viral sur Twitter. Ce fil de discussion affirmait, reçu à l'appui, qu'Ali Lotti n'était pas seulement une trafiquante de drogue, mais qu'elle avait également été condamnée pour trafic de méthamphétamine, de cocaïne et d'héroïne. Ce chef d'accusation lui aurait valu une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement. L'affaire a fait grand bruit lorsqu'elle est tombée, mais elle a été démentie par la suite. Car si Ali avait vraiment été condamnée pour ces accusations, elle n'aurait jamais rencontré Juice. Mais celui qui a purgé la peine avait son nom exact, Alicia Léon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de fortes chances que cela se produise. Ignorons maintenant qui savait où se trouvait quoi.
Et concentrons-nous sur la personne qui a effectivement mis cette quantité de cannabis dans le sac lors du vol. Parce que, encore une fois, il n'y a aucune chance que ce soit Juice. Il n'y a pas de scénario dans lequel Juice aurait obtenu et passé en contrebande 70 livres d'herbe dans leur bagage à bord d'un jet privé, et avec des armes. À mon avis, c'était son équipage. Cet homme, c'est Lil Bibi, cofondateur de Grade A Productions, une maison de disques, celle-là même avec laquelle Juice WRLD a signé, celle-là même qui lui fera signer plus tard un contrat de co-entreprise de plusieurs millions de dollars avec Interscope Records. Lil Bibi est celui qui a donné à Juice sa première véritable plateforme commerciale et sa première structure. Il était également à bord de ce vol malheureux. Après être arrivé en retard et avoir trouvé le pilote dans ses états d'âme, les membres de l'équipage de Juice ont dit qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Et au moins, l'un d'entre eux a voulu quitter l'avion à ce moment-là. Une décision qui aurait pu ou non sauver la vie de Juice. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Et ils avaient raison car, d'une manière ou d'une autre, à l'aéroport de l'Illinois, Chicago, celui-là même où ils devaient atterrir dans quelques heures, la police et les autorités fédérales attendaient qu'ils atterrissent. Quelqu'un leur a dit qu'il y avait de l'herbe dans les bagages. Comment auraient-ils pu le savoir? La théorie populaire veut que le pilote les ait alertés. Mais comment a-t-il pu savoir ce qui était scellé dans un bagage hors de sa vue et de sa portée? Vous voyez, je ne vais pas retourner dans ce trou de lapin. Personne ne sait avec certitude si le pilote les a informés. Et personne ne le saura jamais, sauf si vous parvenez à retrouver le pilote en question et à lui soutirer l'information vous-même. Nous avons d'autres chats à fouetter. Et cela a tout à voir avec la raison pour laquelle les fédéraux les attendaient à l'aéroport. Je peux comprendre que la police les attende. Mais la présence du FBI était étrangement spécifique et aussi assez déroutante. Mais tout le monde n'a pas été dérouté. C'était seulement déroutant pour ceux qui ne savaient rien des affiliations de Lil Bibi. Déroutant pour ceux qui ne savaient rien du gang No Limit. Déroutant pour ceux qui ne savaient pas que quelques jours avant que Juice et son équipe ne prennent ce vol, un meurtre horrible avait été commis dans la ville de Chicago et que l'équipe de Juice ainsi que Lil Bibi étaient plongés dans l'affaire. Il s'agit du type connu sous le nom de Shoota Shells. C'était un rappeur et un gangster, et la façon dont ils l'ont éliminé a été brutale. Certains disent qu'il s'agit du meurtre le plus brutal que la ville de Chicago ait jamais connu. Mais beaucoup savaient qu'il l'avait bien cherché en raison du mode de vie extrêmement instable qu'il avait mené jusqu'à sa terrible disparition. Shoota Shells était membre d'un gang de Chicago appelé Black Mob. Alors qu'il purgeait une peine de prison, son frère a été tué par un membre d'un gang No Limit. Lorsqu'il est sorti de prison, il s'est mis à se venger avec une sensibilité de kamikaze. Je dis kamikaze parce que Shoota Shells ne savait pas quand s'arrêter. L'homme a empilé au moins 5 corps No Limit au cours de sa vengeance. Mais pour une raison ou une autre, ce n'était pas suffisant. En 2017, il a publié sur YouTube un morceau dissident intitulé Death of 150 qui s'en prenait brutalement au gang No Limit. Cela s'est avéré être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 3 mois plus tard, le 10 juillet 2017, quelqu'un a donné sa localisation et alors qu'il montait dans sa voiture, en plein jour vers 9h32, une Nissan Altima blanche s'est arrêtée à côté de lui. 3 tireurs en sont sortis et lui ont tiré dessus. Mais Shoota Shells n'est pas mort immédiatement. Il chancela et tomba sur le sol, à moitié vivant, à moitié mort. Ces 3 tireurs se sont donc rassemblés autour de lui et lui ont tiré plusieurs balles chacun dans la tête. Je ne peux pas vous montrer les photos pour des raisons évidentes. Sachez simplement qu'à l'arrivée de la police, 43 douilles ont été retrouvées près du corps. Lorsque les flics venaient rechercher les suspects, leur premier coupable était un rappeur nommé Mad Max. Et sans surprise, il faisait partie du gang des No Limit. Ok, quel est le rapport avec Juice, Lil Bibi et les bagages contenant de la méthamphétamine et des armes à feu trouvées dans l'avion? Lil Bibi est également membre du No Limit Gang, des artistes signés sur le label comme G Herbo, qui était également signé sur le label de Lil Bibi et collaborait fréquemment avec Juice, était également membre du No Limit Gang. En fait, presque tous les membres de l'entourage de Lil Bibi étaient liés au gang d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est avec Herbo que Shoota Shells s'est disputé. Mais ce qui est drôle, c'est que Shoota Shells avait déclaré qu'il n'avait que du respect pour Lil Bibi, même s'il était membre d'un gang No Limit. La raison en est que ce dernier ne s'est jamais moqué de lui ou de son Black Mob Gang. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une erreur de débutant. Il accordait trop de crédit à Bibi, car avant sa propre mort, Bibi aurait été cité indirectement en train de dénigrer Shoota Shells dans ses paroles de Got 'em Sick. Les nègres qui se battent avec le gang, vous pourriez les trouver dans un fossé. J'ai entendu dire que vous, les nègres, vous parliez de cette merde. J'ai juste été calme. Tu sais que je peux changer. Tu sais que je suis un sauvage. Je roule avec le bâton. Je passe un coup de fil et je les fais frapper. Je ne dis pas que Shoota Shells était lent. Sa décision d'exclure Bibi de l'affrontement n'était pas une erreur, car Bibi a toujours été intéressé par l'argent. Il ne s'intéressait pas vraiment à la politique de la rue ou à toute autre chose qui pourrait l'empêcher de créer des groupes.
Tout ce qui l'intéressait, c'était de gagner de l'argent. Et il n'allait laisser personne ou quoi que ce soit se mettre entre lui et l'argent, pas même sa propre carrière musicale. Et il a eu cet état d'esprit dès le départ. Car lorsque la scène de Chicago a commencé à prendre de l'ampleur en ligne en 2012, des noms comme Chief Keef, Lil Durk, J Herbo et Lil Bibi étaient parmi les plus importants de l'industrie. C'est son œil et son oreille pour détecter les talents qui lui ont permis de passer sans heurts du statut de rappeur à celui de directeur de maison de disques et de signer un contrat avec Juice dès qu'il a écouté des rêves lucides. Il a dit que c'était la meilleure musique qu'il ait jamais écoutée. Peut-être que Shoota Shells était en fait lent. Car quiconque s'y connaît en la matière vous dira que le monde de l'industrie musicale est plus dur et plus diabolique que tout ce que l'on peut trouver dans la rue. Je veux dire que la rue peut vous préparer à cette vie, mais l'industrie vous humiliera toujours si vous n'êtes pas impitoyable. Alors que Shoota Shells s'en prenait à J Herbo, s'il voulait vraiment paralyser nos limites, il aurait dû s'en prendre à Bibi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à mon avis, c'est lui qui tenait le coup, du moins sur le plan financier. Mais en plus de cela, il était aussi le membre le plus stratégique et le plus calculateur du gang No Limit. On ne craint pas le monstre sous la lumière, on craint celui qui se cache dans l'ombre. Nous savons maintenant pourquoi les fédéraux attendirent Juice lorsque son avion a atterri à Chicago à 1h30 du matin le 8 décembre 2019. Il était en mauvaise compagnie. Au moins 1 heure avant leur arrivée, les policiers ont arrêté le garde du corps personnel de Juice, Henry Dean. Henry n'était pas dans le jet privé, mais attendait avec un service de limousine pour pouvoir les emmener à leur berceau. Henry Dean avait vu les officiers entrer dans l'aéroport et il avait envoyé des messages à l'équipage pour l'informer que des officiers les attendaient au sol. Des messages qu'ils ne recevraient pas avant d'avoir eux-mêmes atterri. C'est au moment où l'équipage se rapprochait que Henry Dean est entré dans l'aéroport pour aider tous ceux qui étaient à bord du vol avec leurs bagages. Mais les officiers l'ont alors arrêté. 2 armes à feu ont été trouvées sur lui. Bien qu'il possède une carte d'identité valide de propriétaire d'armes à feu ainsi qu'un permis de port d'armes dissimulées, ce dernier ne l'autorise pas à porter une arme dissimulée dans un aéroport. Il a donc été menotté et arrêté. Pendant ce temps, tout le monde est assis. Juice, Chris Long, Lil Bibi, J Herbo, tous les autres membres du No Limit Crew, à l'exception d'Ali Lotti. Dès qu'ils sont arrivés dans le salon, Ali a fait une pause pour aller aux toilettes. Au même moment, les chiens K9 ont commencé à fouiller les bagages. Un chien policier K9 a alors immédiatement donné une alerte positive sur une valise se trouvant sur le premier chariot. C'est là qu'ils ont trouvé 70 livres de marijuana dans Carenté, un sac scellé sous vide et 6 bouteilles de sirop contre la toux à base de codéine. Ali est revenu de la salle de bain et Juice s'est tourné vers lui, a marmonné quelque chose d'incohérent avant de s'effondrer sur le sol en proie à une crise d'épilepsie. Du sang coulait de la bouche et des narines de Juice. Les agents lui ont demandé s'il avait souffert de problèmes médicaux et s'il avait consommé des drogues. Il n'avait pas de problème de santé, mais avait un problème de drogue. C'est ce qu'ils ont dit aux officiers. Ils lui ont donc administré du Narcan pour arrêter l'overdose. Juice a été placé dans une ambulance en route pour l'hôpital Holy Cross. Pendant ce temps, Chris Long, l'ami proche de Juice et son assistant personnel, a eu quelques ennuis. Le K9 a trouvé plus de cannabis dans le deuxième sac et 3 armes à feu, dont 2 pistolets de 9 mm et un pistolet de calibre 40, ainsi que des balles perforantes et un chargeur de munitions à grande capacité. Le pistolet de calibre 40 était caché dans un sac contenant du matériel photographique. Lorsqu'ils ont demandé à qui appartenait le sac, Chris Long a affirmé en être le propriétaire, mais a nié avoir eu connaissance de la présence d'une arme à feu à l'intérieur. Chris Long a ensuite été arrêté et accusé de possession illégale d'une arme à feu vers 2h03 du matin le 8 décembre 2019. Un peu plus d'1 heure plus tard, le décès de Juice WRLD était prononcé à 3h14 du matin. C'était tragique. Et vous pouvez imaginer à quel point les émotions étaient vives ce soir-là. Mais il n'est pas encore temps de faire son deuil, parce que les flics avaient besoin d'une explication pour savoir à qui appartenaient les 70 livres d'herbe qui se trouvaient dans leur bagage. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure bizarre. On aurait pu penser que les autorités fédérales, le ministère de l'Intérieur, les flics ou l'unité de lutte contre les gangs auraient été en mesure de mettre la drogue sur le dos de l'un des occupants. Mais ils n'ont pas pu. Selon les rapports officiels de la police, aucune des valises transportant les drogues ne portait de nom ou d'objet personnel et aucune accusation n'a été portée. Bien sûr, l'explication la plus raisonnable était que No Limit en était le propriétaire, mais la police ne pouvait pas le prouver. La question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi ils utiliseraient l'avion de Juice pour transporter une cargaison aussi compromettante. On pourrait penser que leur priorité absolue est de protéger leur actif le plus rentable. Juice. Juice était sur la voie royale de la célébrité, c'était indéniable. On pourrait même dire que ce sont les chiffres de ces disques qui ont permis au label de Lil Bibi de rester pertinent, à défaut d'être rentable. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Cela ne vous plaît peut-être pas,
mais je suis fermement convaincu qu'ils utilisaient Juice comme une mule, un pigeon, une vache qui portait tous les biens, une poule aux œufs d'or. La raison pour laquelle je suis convaincu que c'est vrai, c'est grâce à des vidéos comme celle-ci. Dans ce clip, Juice s'en prend à deux gars, l'un nommé Posto et l'autre nommé Lil Mister. Au moment où il s'en est pris à eux, les deux rappeurs étaient déjà morts. Mais vous devez savoir qu'ils ne se contentaient pas de dénigrer des individus, ils dénonçaient les gangs qu'ils représentaient, des gangs qui étaient des adversaires acharnés du, vous l'avez deviné, le No Limit Gang. Posto était membre d'un gang de Chicago appelé Lakeside, et en novembre 2013, à l'âge de 18 ans, il a été brutalement assassiné d'une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans un bâtiment quelque part à Chicago. Juice ne connaissait pas ce mec de nulle part parce que lorsque le mec a été tué, Juice était un lycéen de 15 ans dans la banlieue sud de l'Illinois. Si Bibi et l'équipe se souciaient vraiment de Juice, il l'aurait fait taire. Il lui aurait dit de rester dans sa voie. C'était un rappeur emo qui portait son cœur sur ses manches et tous ses fans l'aimaient pour ça. Il n'avait pas besoin d'être un gangster. Le deuxième mec dont Juice s'est moqué dans ce clip, Lil Mister, était un rappeur populaire de Chicago et membre d'un gang de Chicago appelé Wooga World. Il a été abattu lors d'une fusillade le 15 mars 2019, 8 mois avant le décès de Juice lui-même. J'ai cherché sur internet et je n'ai trouvé aucune trace d'une dispute entre Juice et Lil Mister avant la mort de ce dernier ou du premier. Juice ne faisait qu'hériter du bœuf, et il le faisait pour s'intégrer. Tout comme Pac s'est soudainement transformé en gangster lorsqu'il est sorti de prison et a signé avec Death Row, Juice a adopté la personnalité d'un membre de gang No Limit, sans la crédibilité de la rue. S'il était encore en vie et qu'il continuait à agir de la sorte tout en restant sous le label Bibi, cela aurait probablement conduit à des résultats violents. Mais c'est bien là le problème. Compte tenu de la vitesse à laquelle Juice évoluait, il n'existait aucun scénario dans le multivers où Juice restait dans la catégorie A. Et ce n'est pas parce que Juice aurait voulu partir, c'est parce que le grade A aurait été trop petit pour l'empêcher de partir. En 2023, Juice serait déjà dans le top 10, voire le top 5 des artistes mondiaux. Je ne parle pas des rappeurs, mais des artistes musicaux, tous genres confondus. Et il serait absurde qu'il ne possède pas son propre label. Alors que feriez-vous si vous étiez de catégorie A? Que feriez-vous si vous étiez en charge de l'artiste à la croissance la plus rapide de la planète et que soudain, sa tête touchait le plafond, vous arrachait le tapis sous les pieds et risquait de faire s'écrouler toute la maison? Si vous pensez que ce que je suggère est fou, alors ne cherchez pas plus loin que la façon dont les choses se sont effondrées avec Kid Laroi dès qu'il a quitté Grade A. Pour ceux qui connaissent l'ascension de Kid Laroi vers la célébrité. Bien avant de sortir le tube monstrueux Stay avec Bieber, l'adolescent était sous contrat avec Grade A, et Juice était en quelque sorte son mentor et son grand frère. Il a travaillé en étroite collaboration avec lui, apprenant sous la direction de Juice jusqu'à sa mort. Laroi était même sur le vol avec Juice et le reste de l'équipage lors de cette terrible nuit. Dans un documentaire de HBO sur la vie de Juice, le chanteur déclare « Il était si malade. J'étais assis là, paniqué. J'étais là, à paniquer, à me demander ce qui se passait. Au début, nous pensions qu'il faisait une crise, puis le sang a commencé à couler de sa bouche et de son nez. Malgré tout, Laroi est resté avec Grade jusqu'en 2020. Il a même appelé Lil Bibi, son grand frère et son mentor, dans une interview accordée au magazine Hot New Hip Hop la même année. Mais personne ne savait qu'il avait un plan de sortie. Un plan de sortie qui a pris la forme de Scooter Braun. Parce que je veux dire, s'il y a quelqu'un qui peut rendre les PDG gangsters émotifs, c'est bien Scooter Braun. C'est l'homme qui a affronté Taylor Swift et sa horde de Swifters et qui s'en est sorti sans une égratignure. Mais nous nous laissons distraire. Le départ de Laroi n'a pas été du goût de Bibi ni de ses partenaires de Grade A. Lorsque le crooner de Stay a fait une couverture avec Billboard après coup, ils ont demandé à la superstar montante ce qui s'est passé avec Grade A, mais les représentants de Columbia ont sauté sur l'occasion pour refuser tout commentaire. Et lorsque Laroi a finalement eu l'occasion de parler de la catégorie A, il a simplement répondu « Nous n'en parlerons pas ». Est-il donc possible que Juice ait commencé à montrer des signes de vouloir quitter la classe A? Est-il possible que quelqu'un ait décidé que Juice serait plus utile au label mort que vivant? Si quelqu'un veut suggérer quelque chose d'aussi extrême ou incriminant, il doit peser le pour et le contre. Qu'est-ce que Grade A avait à perdre si Juice avait quitté le label comme Kid Laroi l'a fait plus tard? Comme Juice était la poule aux œufs d'or, ils allaient certainement perdre la poule. Et si cette poule avait un assez bon avocat, elle emporterait probablement avec elle les œufs qu'elle avait déjà pondus. Mais, dites-vous, qu'est-ce que le grade A gagnerait à ce que Juice passe? Et sérieusement, je suis étonné que vous posiez cette question. Immédiatement après le décès de Juice, Forbes a rapporté que Juice possédait au moins 3000 chansons inédites. Loi métaphorique a pondu suffisamment d'œufs métaphoriques pour réduire sa pertinence littérale, sans vouloir manquer de respect. Tout le monde savait que l'éthique de travail de Juice était phénoménale. S'il y a une once de vérité dans la théorie que nous venons d'explorer, alors son éthique de travail a joué en sa défaveur.
Depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, Grade A est le dépositaire de l'héritage de Juice, ce qui signifie qu'ils ont un accès et un contrôle presque complet de son catalogue, qui comprend des chansons existantes, des chansons inédites et des collaborations. Et si vous êtes un fan des rappeurs décédés, vous savez le gâchis qu'ils ont fait de son héritage jusqu'à aujourd'hui. Des sorties bâclées aux fuites incessantes en passant par l'effacement d'éléments que Grade A n'aimait pas, que Juice l'ait voulu ou non, de nombreux fans sont convaincus que le label a fait plus pour endommager l'héritage de Juice qu'Ali elle-même. Ali n'est peut-être pas une sainte, mais elle n'est pas le plus grand diable de la cour de récréation. Je fais de mon mieux pour vous donner les points et vous laisser les relier. Mais si vous pensez toujours que c'est un chapeau, si vous pensez que les allégations contre Grade A sont déplacées, si vous pensez que Kid Laroi était juste un enfant et qu'Ali était juste en train de faire le coucou, je vais vous laisser avec une dernière pièce à conviction, Max Lord. Lorsque Grade A a commencé à publier les albums posthumes de Juice, Ali a été l'une des nombreuses personnes à affirmer que le label traitait mal sa musique. Et Max Lord a été l'une des rares personnes à prendre sa défense. Max Lord était l'un des ingénieurs musicaux les plus proches de Juice WRLD. Et s'il a parlé, c'est parce que le Grade A avait essayé de le malmener. Il a tweeté « J'ai quitté ma maison dès que j'ai appris la mort de Juice, craignant pour ma sécurité, sur les conseils de mon avocat. Mais il y a pire. » Il affirme également que des menaces ouvertes ont été proférées à son encontre par le Grade A et qu'ils ont exigé tout son matériel d'enregistrement, allant même jusqu'à le menacer de le tuer s'il n'obtempérait pas. Dois-je vous dire pourquoi ils ont fait cela? Ce qui est amusant, c'est que Max Lord dit aussi que lorsque Juice était en vie, Grade A essayait de lui faire enregistrer sur des rythmes qu'il détestait. Et ça, c'était arrivé la nuit précédant sa mort. La nuit précédant ce vol malheureux, il y a eu une altercation physique entre Max Lord, un cofondateur de Grade A nommé G-Money, et Juice au sujet de beats dont les exécutifs de Grade A étaient convaincus qu'il leur rapporterait de l'argent. Si vous avez apprécié cet exposé, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour regarder des mini-documentaires encore plus intéressants comme celui-ci, et je vous dis à bientôt.